Ikuto était un idiot moche qui a fui son père abusif pour se retrouver dans une tempête. Tout a changé quand il a échoué sur une île mystérieuse pleine de méchants qui veulent tous nettoyer leurs trous rouillés avec son tuyau. Après être tombé par-dessus bord lors d'une colère de Poséidon, l'équipage du navire n'a pas pris le risque de le sauver. Et Kudo a essayé de nager après le bateau, mais les vagues ont dit « pas aujourd'hui ». Alors qu'il commençait à couler, il regrettait d'avoir fui. Le lendemain matin, une fille nommée Suzu l'a sorti de l'eau et sa tentative de réanimation lui a presque fait souhaiter être encore avec les poissons. Elle l'a finalement amené chez le chef du village. Et quand Suzu a demandé pourquoi il avait une queue, la grand-mère a confirmé qu'il était un homme, ce qui a poussé la moitié du village à envahir l'endroit. Après les avoir chassés, Ikuto a repris connaissance, et la vieille femme a révélé qu'il était sur une île pleine de femmes échouées depuis des années. Elle a aussi mentionné qu'elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur, et Ekudo est instantanément devenu déprimé. La femme lui a juste dit de se remonter le moral et a demandé à Suzu de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Plus tard, chez Suzu, elle a dit à Ekudo de prendre un bain, et pendant qu'il se baignait, elle est entrée pour lui laver le dos, le choquant au-delà des mots. Néanmoins, il l'a laissé faire, mais il a presque perdu tout son sang quand elle lui a demandé de lui laver le dos. Soudain, la rivale autoproclamée de Suzu, Ayane, a surgi de l'eau et sa situation s'est aggravée, le faisant s'évanouir. Plus tard, en se promenant dans le village, toutes les femmes affamées ont commencé à le poursuivre pour goûter à sa saucisse, et après l'intervention de Suzu, le chef est venu lui révéler que tout le monde le voulait car il était le seul homme sur l'île. Choqué, Ekudo a immédiatement couru et a essayé de quitter l'île en bateau, mais un tourbillon l'a renvoyé sur la plage. La vieille femme lui a dit qu'il était impossible de quitter l'île à cause des tourbillons. Ekudo détestait le mot « impossible » car son père le lui disait toujours pour lui rappeler qu'il était inutile. Il est donc devenu déterminé à prouver le contraire. Après plusieurs échecs, il a finalement trouvé une ouverture. Mais ensuite, une orque est apparue. Agacé, il lui a lancé son aviron, et elle a riposté en retournant son bateau. Alors qu'il coulait, Suzu a immédiatement plongé pour le sauver, et à sa grande surprise, l'orque a aussi aidé. Suzu a alors révélé que l'orque essayait de le protéger. Le chemin qu'il voulait prendre menait au plus grand tourbillon qu'il aurait tué. Ikuto s'est excusé auprès de la baleine et a finalement accepté que quitter l'île était impossible. Allongé à parler de ses efforts, il a remarqué que le soutien-gorge de Suzu était trempé, ce qui a activé son instinct de vierge. Plus tard, Suzu a raconté à Ekudo comment tous les hommes de l'île avaient été emportés par une grande vague il y a 12 ans lors d'un tournoi de pêche. Selon le chef, le tsunami ne se produisait qu'une fois tous les 100 ans, donc Ikuto était à 88 ans de retrouver sa liberté. Plus tard, alors qu'il était allongé dans son lit à réfléchir, Ayana a essayé de l'enlever à nouveau. Heureusement, Suzu est entrée juste à temps, et pendant qu'elle se battait avec Ayane, le pauvre Ikuto s'est retrouvé au milieu. Cependant, sa perte de sang était une réaction à l'attaque des melons de Suzu, et comme elle ne le savait pas, elle a furieusement lancé le mannequin Ikuto vers Ayane. Elle l'a envoyé voler hors de la maison. Elle s'est précipitée pour vérifier Ikuto, mais a réalisé que toute la maison était entourée des villageois fous désespérés pour le lait d'Ikuto. Le chef est aussi apparu de nulle part et a crié à tout le monde de mettre leurs monstres hormonaux au coin. Puis elle a annoncé qu'il y aurait un tournoi de cache-cache pour attraper un mari le lendemain. Tout le monde est arrivé dès que le soleil s'est levé, et après avoir ignoré les plaintes d'Eikudo sur son statut de Grand Prix, la vieille femme a révélé les règles du jeu. Eikudo a ensuite eu un temps d'avance, mais sans Suzu et son cochon, Tinkatsu, il aurait été attrapé. Alors qu'il continuait à courir, il n'a pas remarqué que Rin l'observait depuis les arbres. Mais Ayane l'a vu, et comme elle n'était pas au courant de la compétition, elle n'y a pas prêté attention. Juste à ce moment-là, Suzu est apparu derrière elle, l'utilisant comme tremplin pour atteindre Rin et l'empêcher de capturer Ekudo. Étonnamment, Ekudo n'avait toujours pas idée que Suzu agissait comme son ange gardien et continuait à courir jusqu'à ce qu'il tombe sur Chikage. Elle a proposé de l'aider à se cacher puisqu'elle ne s'intéressait pas à lui. Et Ekudo a accepté, sans savoir qu'elle prévoyait de l'attraper pour la science. Malheureusement pour elle, Suzu avait trafiqué le piège, donc quand elle l'a déclenché, c'est elle qui s'est fait attraper. Son cri fort a trahi la position d'Ekudo, alors il a recommencé à courir. Et alors que Suzu commençait à éliminer les filles, il s'est accidentellement retrouvé dans une situation loufoque.
Après Kill et Tonkatsu qui ont franchi la cascade, Yukino est arrivé avec un grand oiseau et les a attrapés avant que Suzu ne puisse le faire. Ikuto n'était pas à l'aise avec les hauteurs, alors il a commencé à se débattre, ce qui a fait que l'oiseau l'a lâché dans la forêt de l'Est, infesté de plantes carnivores et d'un panda. Heureusement, Suzu est arrivé juste à temps et a sauvé Ikuto d'un coup comme un taupe. Cependant, le panda a essayé de riposter, ce qui a poussé Ikuto à pousser Suzu hors du chemin et à prendre le coup, le faisant voler pour la énième fois. Il a atterri sur un arbre près de la falaise ouest et grâce à la grande gueule de Yukino, tout le monde savait où le trouver. Ayana a été piétinée pendant la course folle et quand elle s'est relevée, elle a vu la banderole de la compétition et s'est mise en colère de ne pas avoir été informée. Elle a donc pris sa revanche en assommant tout le monde avec un gaz soporifique et en frappant Ikuto avec une autre fléchette. Elle a ensuite attendu que Suzu arrive pour lui faire regarder alors qu'elle s'appropriait Ikuto. Curieux, Ikuto a demandé pourquoi elle était toujours en compétition contre Suzu, et Ayane a révélé que c'était parce que la déesse Melon avait béni Suzu. Alors qu'elle essayait de faire passer son message, Ikuto a tenté de s'échapper. Elle s'est donc lancée à sa poursuite, seulement pour être dupée et tomber à la mer. Ikuto a alors commencé à célébrer sa victoire, mais le chef est apparu et a gâché sa fête. Après que tout le monde soit revenu chez elle, elle a annoncé que Suzu était la gagnante, puisqu'il l'avait touchée dans la forêt de l'Est. D'un autre côté, Suzu n'était pas intéressé à épouser Ekudo et a dit qu'il devait choisir sa future femme, ce avec quoi tout le monde était d'accord. Le lendemain, Ekudo a insisté pour aider Suzu avec les corvées, mais le paresseux ne pouvait même pas porter les seaux correctement et se plaignait de manquer à la société moderne. Soudain, Rin est apparue avec un grand contenant d'eau et quand elle s'est éloignée, Suzu a révélé que Rin était la personne la plus forte de l'île. Refusant d'admettre que sa momie musclée était plus forte, Ekudo accéléra. Il finit par passer devant la maison de Suzu et trébucha sur une pierre. Quand les filles le rattrapèrent, Suzu sentit soudain qu'elles étaient observées et lança son seau contre un arbre. En sortit une ninja qui traça le contour du corps d'Ikudo avec ses étoiles. Elle s'appelait Mikoto et c'était la sœur cadette de Rin. Apparemment, elle était venue remercier Ekudo d'avoir volé l'attention de Rin, mais elle menaça de lui couper la saucisse s'il s'approchait trop de Rin. Rin lui mit rapidement les idées au clair avec un coup. Finalement, lui et Suzu allèrent finir les corvées et malgré ses échecs, Ikuto ne renonça pas. Une fois les tâches terminées, ils allèrent au village pour aider et Ikuto essaya de participer en apprenant qu'il récoltait des patates douces. Après avoir embarrassé sa lignée quelques minutes, il accepta l'offre de Suzu et fut choqué de voir des patates douces géantes. Mais en regardant autour, il réalisa que le seul petit objet sur cette ferme était dans son pantalon et se tut. Dommage émotionnel. Ils passèrent à d'autres tâches, laissant Ikuto se demander qui avait approuvé la création de l'île. Plus tard, sur le chemin du retour, ils croisèrent Yukino et Shikaje, qui attendaient toute la journée l'arrivée de Suzu pour cueillir des champignons. Comme prévu, les champignons n'étaient pas de taille normale, et quand Ikuto essaya d'aider, il fut avalé par une plante carnivore. Heureusement, elle le recracha et mourut presque immédiatement. C'était dans sa nature, alors Ikuto demanda aux filles comment repérer les vrais champignons. Suzu dit que les vrais étaient noirs et brillants, mais ce n'était pas le cas, et Ikuto fut avalé à nouveau. Les filles lui conseillèrent alors de les laisser récolter, mais Ikuto refusa, et quand il entendit Yukino dire que c'était impossible, il redoubla d'efforts. À la fin de la journée, il n'avait pas cueilli un seul vrai champignon, et se sentait comme le plus grand des ratés. Alors qu'il bougonnait loin des filles, Rin arriva avec une grosse bûche. Elle décida alors que c'était sa chance de marquer des points en lui faisant toucher ses courbes. Quand les autres arrivèrent, il saignait du nez et dut s'excuser d'être trop cultivé. Yukino dit que c'était la faute de Rin qui agissait comme une succube à petit budget, mais Rin fit semblant de ne pas comprendre. Soudain, elle aperçut les vers de terre que l'oiseau de Yukino avait attrapés et commença à paniquer. Yukino, quant à elle, se mit à la poursuivre avec les vers. Alors Ikuto intervint pour protéger Rin. Plus tard à la plage, Ikuto félicita Suzu pour son travail acharné et sa fiabilité, contrairement à lui, qui était comme un autre Sakura et ne pouvait pas lui rendre la vie qu'elle lui avait sauvée. Suzu lui a dit de ne pas penser comme ça, car il faisait déjà plus pour elle qu'il ne le savait. Quelques jours plus tard, alors qu'Ekudo et Suzu étaient dehors, Suzu est tombé de la montagne et a cassé une statue. En discutant, ils n'ont pas remarqué que les yeux de la statue brillaient. Cette nuit-là, Suzu a vu un esprit les observer. Le lendemain, en expliquant aux autres pourquoi Suzu ne le quittait pas, ils ont confirmé la légende de l'esprit piégé.
Rin l'a réprimandée, mais elle s'amusait trop et a dit à Suzu qu'elle serait bientôt entraînée en enfer. Cette nuit-là, elle est revenue pour effrayer Suzu, mais a commencé à reconsidérer ses actions en l'entendant. Mais maintenant que sa mère était partie, Suzu se sentait seule, et Kudo l'a consolée et a promis d'être à ses côtés. Ainsi, elle ne se sentirait plus jamais seule. Les voir s'enlacer a agacé Oyan, qui a décidé de passer à son plan. Quand Ikuto est sorti et l'a trouvé, elle lui a dit que l'esprit était réel, mais il ne l'a pas cru. Ayane est entrée peu après et a essayé d'exorciser l'esprit, mais elle n'était pas sorcière Jujutsu. Les filles étaient si choquées qu'elles ne pouvaient pas parler, et après qu'il a dit au revoir à l'esprit, elles ont remis en question tout ce qu'elles savaient. Yukino est soudain tombé d'une falaise et a atterri sur Eikudo. Tous les animaux se sont précipités pour l'aider. Heureusement, il s'est réveillé avant cela, se sauvant d'une autre situation mortelle. Yukino s'est aussi réveillé. À la confusion d'Ikudo, les filles ont commencé à converser avec les animaux. Il a donc demandé si le docteur Dolittle était leur ancêtre. Cette fois, ce sont les filles qui étaient confuses. Apparemment, c'était normal de parler aux animaux. Même les animaux pouvaient écrire. Eikudo était convaincu que les dieux de l'intrigue avaient fumé de l'herbe de qualité. Tout à coup, Suzu a demandé pour Kumakuma, l'ours de Yukino, qui était avec elle en cueillant des raisins. Elle a pensé que l'ours était parti manger et a proposé de se séparer pour le chercher. Elle a évidemment choisi Eikudo comme partenaire, laissant Suzu avec les animaux, et quelques minutes plus tard, ils ont trouvé des traces d'ours. Cependant, l'ours n'était pas celui de Yukino, et Eikudo s'est fait gifler pour l'avoir trop regardé. Ils ont continué leurs recherches, mais aucun des ours rencontrés n'était celui de Yukino. Alors, ils ont décidé de faire une pause. En grignotant des fruits, Yukino a avoué avoir grondé son ours plus tôt car il avait mangé toute la confiture de raisin. Et Kudo ne pensait pas que cela suffirait à faire fuir l'ours, et a demandé depuis combien de temps Yukino et Kumakuma étaient amis. Yukino a dit que cela faisait quelques années, mais qu'ils passaient tout leur temps ensemble. Quand elle a commencé à pleurer, Ekuto l'a prise dans ses bras et a déclaré qu'ils continueraient leurs recherches. Quand ils ne l'ont toujours pas trouvé, Ekuto a dessiné un tableau pour le montrer aux autres ours. Après quelques tentatives infructueuses, ils ont enfin eu une piste, mais le chemin passait par un vieux pont et Ikuto a refusé d'y mettre les pieds. Yukino, en revanche, n'a pas hésité et a couru en avant. La seconde d'après, le pont a commencé à s'effondrer, alors Eikudo s'est précipité pour sauver Yukito, mais le reste du pont s'est écroulé sous leur poids. Cependant, ils ont été tirés en arrière presque immédiatement et ont atterri dans un arbre. Quand Yukino a vu que leur sauveur était Kumakuma, elle s'est précipitée pour l'embrasser. Suzu et les autres sont également arrivés à ce moment-là, et à la surprise d'Eikudo, ils pouvaient comprendre ce que disaient les animaux. Les animaux étaient fiers de lui, alors ils lui ont donné un surnom et l'ont appelé leur nouveau meilleur ami. Eikudo a trouvé que tout allait trop vite et s'est enfui, mais les animaux l'ont suivi. Un jour plus tard, alors qu'Ekudo et Suzu étaient dehors, un tremblement de terre a frappé. Suzu a donc crié comme une folle et a couru chez elle, traînant Ekudo derrière elle. Quand ils sont rentrés, les secousses avaient cessé, alors Suzu a décidé de prendre un bain, mais a découvert que la baignoire était vide. Comme toute l'eau du village venait d'une seule source, Yikudo a aidé les filles à construire une baignoire improvisée derrière la maison de Suzu. Une fois que l'eau était assez chaude, ils ont pris des tours pour l'utiliser, puis se sont détendus chez Suzu en parlant du manque d'eau. Ils pensaient que c'était la pire chose qui soit arrivée et ont commenté que la vie serait déprimante jusqu'à ce qu'ils retrouvent l'eau. Cependant, Ekudo n'était pas d'accord, disant qu'il n'avait pas vraiment besoin de se baigner pour être propre. Cette déclaration lui a valu des regards désapprobateurs, accompagnés d'insultes, le traitant de pire qu'un cochon, et la confiance d'Ikudo a disparu. Ils ne s'en souciaient même pas et ont continué à parler de la situation, disant que cela pourrait prendre un certain temps pour tout réparer, car ils avaient tous des emplois du temps chargés cette semaine. Des heures plus tard, alors que Suzu dormait profondément, Ekudo a décidé de monter la montagne pour résoudre le problème d'eau. Quand Suzu se réveilla, elle vit seulement le futon plié d'Ikuto et un mot sur sa destination. Le chemin n'était pas facile et Ikuto tomba même quand un morceau de la montagne se détacha. Heureusement, Yukino et son oiseau l'attrapèrent à temps et l'emmenèrent aux sources chaudes où il promit de régler le problème avant la nuit. Juste à ce moment-là, Suzu et Rin arrivèrent, Rin ayant obtenu la permission de ses supérieurs. En ouvrant le puits des sources chaudes, ils trouvèrent beaucoup de terre et heureusement, Yukino revint avec des animaux pour les aider. Ils attachèrent une corde et Ikuto y alla le premier, mais en levant les yeux, il vit la couverture de Suzu et glissa. Un moment plus tard,
ils commencèrent à pelleter la terre dans un panier et appelèrent Rin et Yukino pour la tirer du puits. Cependant, un autre tremblement de terre se produisit et ils tombèrent plus profondément. Ils se retrouvèrent dans une grotte souterraine, mais comme le chemin effondré était bloqué par des rochers, ils décidèrent de chercher une autre sortie. Le pied de Suzu était blessé, et même si elle voulait tenir le coup, Ikuto insista pour la porter. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent une ouverture dans une autre partie de la grotte, mais elle était trop haute. En cherchant un autre chemin, Ekudo remarqua quelque chose et entra dans l'eau pour confirmer son soupçon. Une pierre bloquait l'écoulement des sources chaudes, alors il commença à essayer de l'enlever avec sa pelle. Les coups répétés du métal contre la roche réveillèrent une bête marine, mais Kudo ne le savait pas et continua de travailler. Même quand sa pelle se cassa, il refusa d'abandonner et commença à utiliser le manche qui se brisa aussi. Soudain, la grotte commença à trembler et un jet d'eau chaude frappa Kudo au visage et le mur de pierre s'effondra. Kudo se précipita pour attraper Suzu, mais l'eau remplit rapidement l'endroit, forçant Suzu à lâcher sa main. Il dut plonger pour la retrouver et en la remontant, ils aperçurent le monstre, mais il ne leur prêta aucune attention. En haut, Rin et Yukino tentaient un sauvetage quand un autre trou s'ouvrit, et de l'eau en jaillit. Ikuto et Suzu étaient juste au-dessus, et Suzu commença à pleurer, inquiète pour la vie d'Ikuto, alors il s'excusa. Quelques jours plus tard, Suzu emmena Ikuto dans la forêt du sud pour rencontrer son maître, qu'elle disait être le seigneur de cette forêt. Ikuto s'inquiéta quand le seigneur de l'Est avait essayé de l'attaquer l'autre jour. Cependant, en voyant que le maître de Suzu était un petit chat à deux queues, il se détendit. Le chat, ignorant son mépris flagrant, expliqua à Suzu qu'il les avait convoqués pour l'aider à conserver son titre de seigneur le jour du jeu de survie. Ekudo ne connaissait pas les détails, mais il accepta d'aider, et le jour du jeu, les chats et les chiens se tenaient de chaque côté de la forêt. Leur mission était simple. L'équipe qui dessinerait 2 moustaches de chaque côté gagnerait. Quelques minutes après le début du jeu, Ikuto et Suzu rencontrèrent leur premier obstacle, des pots de bananes. En essayant de manœuvrer, un chien est apparu et a essayé de dessiner sur leur visage. Mais ils l'ont contourné et ont continué leur chemin. En courant, ils remarquèrent que Tonkatsu manquait et s'inquiétèrent que les chiens l'aient capturé. Cependant, il réapparut quelques secondes plus tard. Au lieu de continuer, Suzu décida de déjeuner, ce qui poussa Ekuto à lui demander si elle savait comment fonctionnaient les jeux de survie. À l'instant suivant, ils furent attaqués par d'autres chiens. Ekuto murmura alors à Suizu. Et, au signal, ils sortirent leurs pinceaux, forçant les chiens à s'arrêter. Ils continuèrent à courir et, après avoir marqué chaque chien, atteignirent la colline où se trouvait le chef des chiens. Étonnamment, Ayana et sa sœur Makshi apparurent pour bloquer leur chemin car elles devaient un service aux chiens. Pendant qu'elles se battaient, certains chiens atteignirent la colline du chat et dessinèrent sur le visage du maître à deux queues. Cependant, il fut rapidement révélé que celui qu'ils avaient marqué était Tankatsu. Le maître chat s'était déguisé en Tankatsu et avant que le chien ne puisse réagir, il dessina sur son visage. Le maître dit alors à Ekudo qu'il faut d'abord tromper ses alliés si l'on veut tromper ses ennemis. Le plus surprenant était que les chiens et les chats semblaient très bien s'entendre. Cette même semaine, toute la bande se mit en route vers la forêt du Nord pour montrer à Ikuto le seul cerisier de l'île. Ikuto pensait que ce serait une promenade rapide, mais fut choqué de découvrir qu'ils devaient se séparer. Machi leur demanda de tirer au sort pour décider des groupes, et le pauvre Ikuto se retrouva avec une fille folle. Elle le fit grimper une montagne, et quand ils atteignirent le sommet, elle le força à faire un saut à l'élastique. Il était sain et sauf à la fin, mais il était traumatisé, et quand ils se regroupèrent avec les autres, ils le remarquèrent immédiatement. Néanmoins, ils continuèrent et furent choqués de croiser le seigneur de la forêt. Mais c'était un gars plutôt détendu, et il leur indiqua même quel chemin prendre pour atteindre l'arbre plus vite. Le seul problème qu'ils rencontrèrent fut le pont cassé, mais grâce aux compétences de charpenterie de Rin, il put reconstruire un pont temporaire. À ce stade, Ekudo était convaincu que l'arbre ne valait pas tout ce tracas. Cependant, quand il le vit enfin, il rétracta immédiatement sa déclaration et profita d'un déjeuner chaotique avec les filles sous l'arbre. Ce week-end-là, Ikuto et Suzu allèrent chez Chikaga et furent accueillis par un éléphant rose nommé Panako, qui, selon Suzu, était la plus jolie fille de l'île. Ikuto ne le voyait pas, et quand il essaya de se forcer, il faillit avoir un mal de tête. Panako prit son regard pour de l'admiration, et devint si gênée qu'elle le propulsa contre le mur, oubliant qu'il n'était pas fait comme elle. Quelques minutes plus tard, Chikage apparut en portant seulement un tablier. Elle changea ensuite de tenue, et pour la dernière, Suzu décida de se joindre à elle. Finalement, elle enfila une courte tenue de soubrette
et Ikuto demanda curieusement d'où lui était venue l'idée de faire du cosplay. Chikage lui montra des livres et des magazines qui avaient été échoués sur l'île lors de nuits orageuses et les emmena dans une salle de stockage avec d'autres trouvailles. Ikuto était impressionné par sa collection. Cependant, les filles furent surprises quand il leur expliqua l'utilité d'un cuiseur à riz et d'un micro-ondes. Elles lui demandèrent immédiatement de leur montrer, mais il leur dit qu'en l'absence d'électricité, presque tout serait inutile. Chikage était dévastée par cette révélation, mais elle se consola en se disant qu'Aikudo était là et qu'elle pouvait enfin l'étudier. Quand lui et Suzu annoncèrent qu'ils partaient, elle les convainquit de rester pour le dîner et se précipita en cuisine. Quand la nourriture fut prête, Chikage l'apporta et la déception d'Ikuto pesait sur lui comme un nuage. Elle fit un hamburger en mettant du tofu entre 2 crackers de riz et le ramen avait le goût de tous ses rêves échoués. L'octopus dans le takoyaki était très vivant et répandait de l'encre partout. Le seul plat acceptable qu'elle fit était le curry de riz et Aikudo le mangea avec joie. Peu après le dîner, Aikudo et Suzu dirent à Chikage qu'ils rentraient chez eux, mais elle ne voulait pas qu'ils partent. Elle frappa alors l'octopus qui leur éclaboussa d'encre. Le couple n'avait d'autre choix que de rester et de se baigner chez elle, et Chikage était heureuse. Ikuto ne s'attendait pas à ce que les filles entrent avec lui, il faillit s'évanouir quand elles commencèrent à se déshabiller. Pendant qu'elles se lavaient, Chikage demanda à Suzu si c'était la réaction habituelle d'Ikuto en la voyant, et elle confirma que oui, elle ne comprenait pas pourquoi il s'opposait à se baigner avec elle, ce qui intriguait encore plus Chikage. Cependant, elle fut soudainement distraite par les plans de Suzu et décida de les étudier. Plus tard, une Suzu fatiguée vint informer Ikuto que la salle de bain était libre, mais aucun d'eux ne savait que Chikage s'y cachait. Quand espionner de loin ne fonctionna pas, elle entra dans l'eau et nagea plus près, mais Panako apparut, offrant de laver le dos d'Ikudo. À la surprise de Chikage, il accepta et semblait plus détendu qu'avec elle et Suzu. Plus elle les regardait, plus elle admirait les traits d'Ikudo, mais elle ne savait pas pourquoi. Quand il retourna dans l'eau, elle s'approcha pour pouvoir mieux le regarder. Malheureusement, Panako sauta dans l'eau à ce moment-là et atterrit sur elle. Ce n'est qu'en sortant sa main de l'eau qu'ils la remarquèrent et l'emmenèrent au lit. Pendant que Panako veillait sur elle, Ikuto et Suzu étaient allongés dans le lit, mais Suzu était en colère contre Ikuto pour avoir laissé Panako se baigner avec lui. Ikuto fit remarquer que Panako était un éléphant, mais Suzu soutint qu'une femelle était une femelle, peu importe leur race. Elle ajouta qu'elle ne lui parlerait plus tant qu'il n'accepterait pas de se baigner avec elle. Et le garçon était stupéfait. Le lendemain, quand Rin alla se baigner dans la rivière, Tonkatsu apparut soudainement, et Kudo n'était pas loin derrière. Et quand il vit Rin dans son style cascade, son corps réagit comme d'habitude. Rin cria et lui dit de dégager, mais il lui attrapa les épaules et la remercia pour sa réaction normale. En réponse, elle l'envoya voler avec un coup de poing. Puis elle s'habilla et le trouva là où il était tombé. Ils s'excusèrent pour ce qui s'était passé et elle s'approcha pour vérifier sa tête. Plus tard, en rentrant au village, Rin demanda à Ekudo de passer le lendemain à son travail pour l'aider et il accepta. Quand Ekuto rentra chez lui, Suzu remarqua le boss sur sa tête et demanda ce qui s'était passé. Le garçon refusa de lui dire et changea rapidement de sujet, alors Suzu laissa tomber. Pendant le dîner, Ekuto informa Suzu de son arrangement avec Rin et Suzu insista pour l'accompagner. Le lendemain, Ekuto et Suzu arrivèrent tôt à l'atelier de la famille de Rin. Et après qu'il ait été présenté à tout le monde, Rin l'emmena pour lui montrer le travail. Pendant que Suzu les regardait, Mikoto s'approcha d'elle et commença à lui mettre des idées en tête. À son grand agacement, Suzu était aussi bête que mon ex, alors Mikoto balança Ekudo, disant que sa bosse venait de Rin parce qu'il l'avait vue se baigner. Suzu se tut en entendant cela, alors Mikoto essaya de la recruter comme seconde paire-dieu, mais un des ouvriers l'emmena pour commencer à travailler. Alors que tout le monde commençait à travailler, Rin essaya de montrer à Ikuto comment utiliser un marteau, mais l'idiot se laissa distraire par ses courbes et devint une fontaine de sang. Une fois qu'il perdit le contrôle, il observa ce que Rin faisait, mais elle se cogna accidentellement le doigt. Il se précipita pour vérifier comment elle allait et leur proximité fit bouillir de colère Mikoto. Cependant, ils ne ressentirent même pas son intention meurtrière alors qu'ils vivaient un de ces moments romantiques éphémères.
Soudain, les instincts de Ikudo s'éveillèrent, l'alertant du danger, et il réussit à bouger juste à temps pour éviter le marteau que Mikoto lui lança. La fille fit semblant que c'était un accident, mais s'approcha d'Ikuto et menaça de lui lancer quelque chose de plus gros s'il ne commençait pas à respecter la distanciation sociale avec sa sœur. Ikuto fit de son mieux pour se conformer, mais l'univers avait d'autres plans et Mikoto lui lança des étoiles filantes. Sa réaction poussa Rin à croire qu'il était agacé par elle, alors elle essaya de se rattraper, mais finit par provoquer des petits accidents. Gênée, elle s'enfuit et quand Ikuto essaya de la suivre, Mikoto lui fit tomber des contenants d'eau. Elle fit ensuite renverser leur contenu et essaya de faire croire que c'était un accident, mais Ikuto l'accusa de mentir. À cela, elle changea et le défia en duel. Aucun d'eux ne voulut céder et ils finirent par construire toute la maison eux-mêmes et à une vitesse record. Plus tard, pendant le dîner, Rin faisait la tête parce qu'elle n'avait pas pu montrer ses compétences à Ikuto. Cependant, quand il complimenta le repas qu'elle avait préparé, les papillons revinrent dans son ventre et ils eurent un autre moment. Suzu se sentit exclu en les regardant, et encore plus quand Risa commença à taquiner Ikuto, disant qu'il serait le meilleur gendre. Juste à ce moment-là, Mikoto arriva avec une pastèque qu'elle avait remplie de feux d'artifice, et tout devint chaotique. Quelques jours plus tard, une forte pluie empêcha Suzu et Ikuto de quitter la maison. Alors Suzu proposa de jouer au shogi pour passer le temps. En jouant, Ikudo a remarqué que c'était la première fois qu'il faisait autre chose que travailler à la maison. Suzu a dit que c'était parce que c'était la première fois qu'il pleuvait depuis son arrivée, et que la dernière tempête avait détruit beaucoup de choses. À cela, Ikudo a spéculé qu'il y avait un lien entre la tempête et son arrivée. Il s'est aussi demandé si le tourbillon s'affaiblissait pendant les tempêtes, permettant aux gens de dériver vers l'île. Suzu s'est tue après cela, et il a fallu quelques secondes avant qu'elle ne réponde à ses appels, ce qui l'inquiétait. Un peu plus tard, Suzu a encore gagné, forçant Ikudo à admettre qu'il ne savait rien du shogi. Suzu a dit qu'elle y jouait avec sa mère depuis qu'elle était petite, et l'expression sur son visage lui a donné l'impression qu'elle était triste. Suzu est ensuite allé préparer le déjeuner, tandis qu'Ikuto s'est assis près de la porte avec Tonkatsu. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point Suzu avait dû se sentir seul les jours de pluie après la mort de sa mère, et cela le rendait triste. Suzu a remarqué son changement soudain et s'est approché pour lui demander s'il allait bien. Il jura qu'il allait bien, mais elle ne le croyait pas et continuait à plonger son regard dans le sien, cherchant la vérité. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et Ayana a taquiné en demandant s'ils allaient enfin faire des choses de couple marié, ce qui a paniqué Ikuto. Après que tout le monde soit entré, ils ont donné à Yukino les choses qu'ils avaient apportées pour elle. Elle leur a dit qu'elle préparerait un peu de nourriture supplémentaire pour eux. Ikudo observait tout en silence, réalisant que Suzu n'avait jamais été vraiment seule car la fiche était toujours là pour elle. Plus tard, après que tout le monde soit parti, Suzu et Ikudo étaient assis dehors et elle a admis que sa présence l'empêchait de se sentir seule comme d'habitude les jours de pluie. Ikudo est devenu tout gêné en entendant cela et quand Suzu a commencé à chanter, il a écouté en silence, appréciant la mélodie. Quand elle a fini, elle lui a dit que sa mère avait dit que Suzu porterait sa vieille robe de mariée le jour de son mariage. Ikudo s'est immédiatement imaginé comme le marié et un sourire étrange s'est étendu sur son visage. Confuse, Suzu a demandé ce qui n'allait pas, mais il jura qu'il n'y avait rien et a essayé de s'éloigner d'elle. Quelques nuits plus tard, Ikuto s'est réveillé pour trouver Suzu assise dans le réservoir d'eau. Elle babillait des absurdités, alors il a demandé au chef du village de venir la vérifier le matin et la femme a confirmé que Suzu avait de la fièvre. Elle lui a ensuite demandé d'apporter de la glace pour faire baisser la température de Suzu, ce qui l'a surpris car il n'avait ni électricité ni réfrigérateur. À ce moment-là, Kumakuma et Kamokama taillaient un bloc de glace pour faire de la glace pilée au miel qu'ils partageaient avec une femme qui ressemblait à Yukino. Quand Ikuto est arrivé à la recherche de glace, la femme l'a plaqué au sol et a commencé à lui parler, comme s'ils avaient été amis toute leur vie. Yukino est arrivée à ce moment-là et c'est alors qu'Ikuto a réalisé qu'elle était la mère de Yukino, Kagami. Yukino a dit qu'elle l'avait cherchée partout et sa mère a admis qu'elle était partie manger des collations. À cela, Yukino l'a traitée d'immature et Kagami l'a soulevée par le col pour lui rappeler qui était l'adulte. Elle a ensuite invité Aikido à passer du temps avec elle, mais il a refusé, disant qu'il était juste venu chercher de la glace pour Suzu. Yukino a proposé de lui montrer où la glace était conservée, mais a été choqué en arrivant là-bas et en ne trouvant rien. C'est alors que sa mère a avoué qu'elle et les animaux l'avaient utilisée pour faire de la glace pilée. Yukino a dit qu'il fallait grimper au sommet de la plus haute montagne pour en chercher plus, et Kagami a insisté pour les accompagner.
Quand Yukino a refusé, la femme l'a poussé à changer d'avis, et Eikudo a eu pitié de la petite. Quelques heures plus tard, Eikudo et les autres ont atteint la partie enneigée de la montagne, et Kagami a insisté pour une bataille de boules de neige. Yukino a dit que ce n'était pas le bon moment, mais a ensuite changé d'avis et a commencé à attaquer Aikido. Finalement, le groupe a fait ce qu'ils étaient venus faire, mais tout le monde sauf Aikido voulait attendre la tempête. Il est donc parti sans eux, et a fini par tomber du côté de la montagne, mais un tas de neige a amorti sa chute. Au sommet, une Yukino inquiète est sortie de l'igloo avant que quelqu'un puisse l'arrêter. Kagami et les animaux l'ont poursuivi, mais ils ont tous soudainement eu un frisson et ont éternué bruyamment, déclenchant une avalanche. Eikudo venait juste de revenir à la charrette quand il a été emporté par l'avalanche avec les autres. Ils ont ensuite été projetés du sommet de la montagne dans une énorme boule de neige et ont atterri juste devant Machi. La fille s'est servie de la glace et quand Eikudo l'a vu fondre, il en a pris et est rentré chez lui. Kagami savait qu'il ne serait pas à temps, alors elle a demandé un coup de pouce à l'oiseau et en quelques minutes, il était chez lui. Le chef l'a grondé pour son retour tardif, alors Eikudo a expliqué qu'il était monté chercher de la glace. Malheureusement, il ne restait qu'un petit tas. Juste à ce moment-là, une Suzu complètement rétablie est sortie en courant et un soulagement a envahi Eikudo. Cependant, il s'est évanoui après s'être trop poussé sur la montagne. Maintenant, c'était à son tour d'être soigné. Des jours plus tard, Ayana est allée gronder Machi pour ne pas avoir préparé le petit déjeuner et la fille a dit qu'elle avait trop faim pour bouger. Ayana n'a eu d'autre choix que de préparer le repas elle-même. Et pendant qu'elle mangeait, elle a dit à Mokshi que personne ne l'épouserait parce qu'elle ne savait pas cuisiner ni nettoyer. Mokshi a pris cette déclaration à cœur et quand Ayana a commencé à rire comme une sorcière maléfique, elle a lâché un shikigami sur elle. Elle est ensuite sortie, déclarant qu'elle commencerait à s'entraîner pour devenir la waifu de l'année. Sa première étape était la maison de Chikage et elle lui a demandé de lui apprendre à cuisiner. L'idée d'avoir une apprentie a plu à Chikage, alors elle a accepté et a renvoyé Panako de la cuisine. Cependant, il ne lui a fallu que quelques minutes pour mettre la cuisine sans dessus-dessous en cherchant des ingrédients, alors Paniko l'a grondé. Alors qu'elle traînait Chikage pour commencer à nettoyer, Machi s'est faufilée pour chercher Rin. Elle a demandé si elle pouvait être son apprentie et avant que Rin puisse répondre, Mikoto a essayé d'attaquer Machi avec ses étoiles filantes. Elle a dit que Rin n'avait pas besoin de disciples supplémentaires, alors Machi a invoqué des bains pour lui donner une petite leçon. Rin n'a même pas cligné des yeux et a promis à Machi qu'elle lui apprendrait tout ce qu'elle savait. Des heures plus tard, Machi interrompit le bain d'Ayana pour lui donner la boîte à bento qu'elle avait préparée, mais Ayana fut déçue de la trouver vide. Machi ne comprit pas pourquoi, jusqu'à ce qu'Ayana lui rappelle qu'elle était partie pour apprendre à cuisiner. Le lendemain, lorsqu'elle retourna voir Rin, elle demanda des cours de cuisine au lieu de menuiserie. Pendant ce temps, Ayana était dans le pré avec Eikudo et Suzu, et elle leur expliqua ce que Machi faisait. Eikudo trouva cela bien qu'elle veuille s'améliorer, mais il dit que la plupart des gens ne savaient pas cuisiner d'où ils venaient. Quand il mentionna qu'il mangeait beaucoup de plats à emporter, Ayana dit qu'elle aimerait ce genre de vie, mais Suzu préférait les repas faits maison. Sa mère lui avait toujours dit que cuisiner pour ses proches était une bénédiction, et Suzu se sentait toujours heureuse de le faire. Ayana pensa que Suzu essayait juste de se faire bien voir par Eikudo, alors elle l'invita chez elle pour le dîner. C'est ainsi qu'une dispute éclata entre elle et Suzu. Soudain, une flèche surgit de nulle part, et quand Ayana vérifia le message qui y était attaché, elle vit qu'il venait de Machi. Elle les invitait à dîner et Suzu dit qu'il serait agréable de goûter à la cuisine de Machi. Lorsqu'ils arrivèrent aux escaliers menant au sanctuaire, Rin surgit soudain des bois, ressemblant à une vieille sorcière. Elle les supplia de ne pas accepter l'invitation de Machi car ce serait leur dernier repas. Après avoir perdu connaissance, le trio tenta de fuir, mais le shikigami de Machi apparut et les emporta. Machi les accueillit alors et leur ordonna de ne pas jeter un œil dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait, ce qui ne fit qu'accroître leur terreur. Ils ne pouvaient même pas s'enfuir car un shikigami tenait la porte fermée, les forçant à écouter les sons horrifiants venant de la cuisine. Finalement, Machi servit le repas et personne ne fut surpris de voir la plupart des plats bouger. Les filles firent goûter la nourriture à Ikuto en premier et à leur grande surprise, il déclara que c'était délicieux. Machi était très heureuse de son verdict et quand les autres goûtèrent, ils furent d'accord. Elle leur dit qu'il y en avait plus et qu'aucun d'eux ne pouvait partir tant qu'ils n'avaient pas fini. Un autre jour, Suzu se leva tôt pour préparer du tofu froid afin de célébrer l'anniversaire de Tonkatsu, ce qui rappela à Ikuto quelqu'un. Mais il cacha la photo à Suzu.
Plus tard, alors qu'ils essayaient de trouver comment empêcher le tofu de s'effondrer, Ayane arriva avec des daifukyu abîmés. Cependant, elle et Suzu se disputèrent, et Ayane finit avec le visage dans le tofu qu'elle commença à manger sans vergogne. C'est alors que Suzu remarqua qu'Ikuto avait disparu, alors elle sortit pour le chercher et retrouva son carnet. Cette fois, elle le ramassa et en regardant la photo, Ayana apparut derrière elle et dit que la fille était définitivement la petite amie d'Ikuto. Elle dit ensuite à Suzu qu'elle devait trouver Ikuto et se précipita en avant. Il n'était pas si difficile à trouver, mais il avait l'air triste. Alors, Ayane suggéra de le laisser seul pour pleurer son amour perdu. Plus tard, quand elles allèrent inviter le chef à la fête, elle remarqua que Suzu avait l'air triste, et Ayane lui dit que c'était parce qu'elles avaient appris pour la petite amie d'Ikuto. Après son départ, la vieille femme a dit à Suzu qu'Ikudo manquait peut-être de sa famille et de ses amis, pas d'un amoureux, comme le pensait Ayane. Chikage a eu la même idée en se cachant dans un arbre. Quand ils sont entrés chez Suzu, la fille a été surprise, mais ils l'ont ignorée et ont commencé à chercher Ikudo. Chikage a trouvé un mot qu'il avait laissé, disant qu'il allait à la plage, et quand Suzu a vu que la photo avait disparu, elle s'est précipitée vers la plage. À son arrivée, elle a vu Aikudo monter dans un bateau et a utilisé une algue étonnamment forte pour le ramener à terre. Elle l'a secoué, exigeant de savoir s'il voulait mourir, et le garçon a expliqué faiblement qu'il essayait d'envoyer un message dans une bouteille. Quand les autres sont arrivés, il a demandé s'ils allaient à un événement cosplay, mais a réalisé son erreur quand ils ont essayé de le relever. Juste à ce moment-là, Chikage a attiré leur attention sur le pot qui bouillonnait, alors Ikuda a recruté les filles pour l'aider. Il préparait du nigiri, un épaississant à base de tofu, et le chef qui est apparu de nulle part a complimenté Ikuto de ne pas être complètement inutile. Quand c'était prêt, Suzu a apporté le tankatsu à l'intérieur pour commencer la célébration, et le petit cochon est devenu ému. Le message dans la bouteille était ses excuses pour avoir rompu sa promesse de l'emmener faire du shopping, et Suzu avait de la peine pour lui. Suzu a alors appelé la baleine orque pour les emmener en mer, afin qu'Ekudo puisse envoyer sa lettre. À leur grande surprise, le tourbillon a aidé à pousser la bouteille vers la mer ouverte, et le couple s'est enlacé avec excitation. Ekudo a alors remercié Suzu, et ils se sont tenus par la main comme des amoureux maladroits lors d'un premier rendez-vous. Quelques nuits plus tard, quelqu'un a cambriolé la cuisine du sanctuaire pour voler des onigiri, mais s'est enfui à l'arrivée d'Ayane Ae. Le lendemain, elle a raconté cela à ses amis, et Rin a confirmé que des aliments avaient disparu récemment. Plus tard, Ikuto et Suozu ont découvert un champ de concombres où tout avait été mangé, se demandant quel voleur ils avaient à faire. Quand le voleur est apparu près d'Ayana, elle lui a tiré une fléchette paralysante, mais il l'a attrapée, ce qui a poussé Rin à utiliser une corde. Il a essayé d'attraper la personne, mais elle lui a échappé. Au lever du soleil, Ikuto et Suzu sont rentrés chez eux et ont trouvé leur maison saccagée. Ils ont aussi entendu des bruits venant de la salle de bain et ont pensé que le voleur était toujours là. Mais en arrivant, Ikuto a trouvé une fille aux cheveux verts et a perdu connaissance. La fille s'est aussi évanouie, donc quand Suzu est arrivée, elle était très confuse. Après que les choses se soient calmées, la fille terrifiée s'est présentée comme Mei Mei. Elle a dit qu'elle et son amie avaient dérivé là après que leur bateau a chaviré et qu'elle avait volé de la nourriture parce qu'elle était trop timide pour approcher les villageois. Mei Mei a juré qu'elle n'était pas la coupable, mais en pensant que cela pouvait être son ami Tono, elle a commencé à paniquer. Suzu a alors dit que les étrangers étaient bizarres, et Aikudo a protesté. Plus tard, ils ont emmené Mei Mei avec eux pour essayer de trouver Tono, mais en voyant Machi et Yukino, ils lui ont demandé de se cacher. À ce moment-là, Rain est arrivé en courant, disant que le champ de concombres de Chikage avait été attaqué. En vérifiant l'endroit, le chien de Yukino a senti Mei Mei. Il l'a averti d'être prudente, mais Mei Mei a dit qu'elle s'inquiétait pour Tano et a commencé à pleurer. Juste à ce moment-là, Suizu est venu leur dire qu'ils avaient trouvé Tano. Ils ont suivi le chien jusqu'à la rivière, mais ont perdu la piste. En cherchant des indices, Maki a repéré le faux tronc d'arbre de Mei Mei et a sorti son lance-fléchette. Aikudo et Suizu ont essayé de l'arrêter, mais ont été surpris quand elle a tiré vers l'eau, touchant Tano qui en est soudainement sorti. Cependant, Makshi était déterminé à les punir pour avoir fait d'elle une suspecte, et aurait lâché tous ses Shikigami si Ekudo ne l'avait pas interrompu. Le lendemain, après qu'Aikudo et Suzu ont aidé à installer le moulin à eau pour Mei Mei et Tono, ils les ont emmenés voir leurs amis en commençant par Rin. Quand il l'a encouragée à dire bonjour, elle a mis un costume d'ours d'on ne sait où et a presque fait peur à tout le monde. Yukino a fini par s'enfuir.
En continuant, ils rencontrèrent Chikage. La fille a déshabillé Mei Mei pour en savoir plus sur sa robe, qu'elle avait lue dans des livres. Pendant ce temps, Ayane venait d'apprendre l'existence de Mei Mei par Machi, puisqu'elle n'était pas à la rivière pour la grande révélation. Elle a donc décidé de voir ce que valait la fille. Inconsciente de sa présence, Mei Mei et les autres continuaient de discuter. Mei Mei avoua qu'elle ne pensait pas que sa timidité lui permettrait d'être heureuse sur l'île. À ce moment-là, Ayane surgit derrière elle. Et Mei Mei se cacha dans son costume d'arbre, ce qu'Ayane trouva très étrange. Yikudo et Suzu l'aidèrent à comprendre. Ayane dit alors à Mei Mei qu'elle n'avait pas besoin de changer pour vivre sur l'île. Selon elle, Mei Mei avait besoin d'amour de soi et les autres étaient d'accord. Ils rappelèrent aussi à Mei Mei qu'elle avait voyagé seule et s'était liée d'amitié avec Tanu sans aide, lui faisant réaliser qu'il n'y avait pas de désespoir. En mentionnant Tanu, Yana la remarqua enfin. Apparemment, un Kappa l'avait attaquée dans le passé, donc elle était toujours traumatisée. Tout le monde se mit à la poursuivre, et quand Mei Mei vit qu'elle se dirigeait vers une falaise, elle courut en avant. Plus tard, ils apprirent de Matsui qu'il n'y avait pas de Kappas sur l'île. Elle s'était déguisée en nain pour effrayer Ayana, et la fille n'en avait aucune idée. Mei Mei et Tano étaient tristes d'apprendre que les amis de Tano n'étaient pas là, mais Rin et les autres arrivèrent pour les remonter le moral. Touchée par leurs actions, Mei Mei oublia sa timidité. Quelques jours plus tard, le maître chat prit le petit déjeuner avec Ekudo et Suzu, mais leur dit qu'il devait partir rapidement pour gérer des problèmes, car le seigneur de l'Est voulait se venger. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ancien seigneur de l'Est avait trouvé Tono et était sur le point de l'affronter. Cependant, en voyant Mei Mei, il tomba amoureux d'elle. Tono exigea que le panda lui rende son ami, mais il refusa et essaya de l'emporter. Enragé, Tono tenta de l'attaquer, mais fut maîtrisé par le maître chat. Le panda fut également maîtrisé, mais il ne lâcha pas Mei Mei. Lorsqu'il reprit connaissance, il tenta de l'emporter à nouveau, mais le maître chat lui rappela qu'il était sur le territoire d'un autre seigneur. À cela, le maître chat commença à utiliser son aura et exigea qu'il lâche Mei Mei. Le panda lâche commença à trembler, mais il refusa toujours de la lâcher et s'enfuit avec elle. Alors qu'il essayait d'échapper à Ekudo et aux autres, l'ancien seigneur du Nord apparut soudain devant lui et le frappa. Cependant, il révéla que son problème n'était pas avec le panda. Tano jura qu'elle n'avait pas vaincu le seigneur. Et tout le monde, y compris Mei Mei, fut surpris quand le tigre la désigna. Il leur assura qu'il ne se trompait pas et raconta comment il avait perdu contre elle. Mei Mei essayait juste de s'enfuir quand elle a accidentellement fait tomber un rocher, mais le tigre refusait de croire que c'était une coïncidence. À ce moment-là, ils réalisèrent que le panda était parti avec Mei Mei. Alors le tigre se mit à sa poursuite. Il le rattrapa rapidement et l'envoya voler dans la mer d'un coup de poing. Avant qu'il ne puisse emporter Mei Mei, Ikuto et les autres arrivèrent et essayèrent de le convaincre de la lâcher. Alors le tigre le défia en duel. L'escalade était inattendue, mais Ikuto était déterminé. Il tenta d'utiliser le kendo pour gagner, mais le tigre le frappa et le repoussa presque immédiatement. Suzu prit alors le bâton de kendo improvisé pour se battre à sa place, mais Ikuto ne la laissa pas faire et continua le combat lui-même. Il reçut beaucoup de coups, mais il était persévérant et revenait sans cesse. Voyant qu'il se faisait beaucoup blesser, Mei Mei s'écria qu'elle déménagerait au nord, mais Ikuto lui demanda d'avoir confiance en lui. Impressionné par son courage, le tigre jura de finir ça d'un coup, mais il déchira les vêtements de Mei Mei et Suzu. Le saignement de nez d'Ikudo aveugla momentanément le tigre, et le seigneur de l'Ouest passa en vitesse, lui disant d'attaquer entre les jambes du tigre, ce qu'il fit. Le tigre tomba, et quand il se releva, il accepta sa défaite et s'en alla. En chemin, le seigneur de l'Ouest s'approcha du tigre et se moqua de lui pour avoir laissé Ekudo gagner. Le tigre fit semblant de ne pas comprendre et accusa le seigneur de l'Ouest de l'avoir trahi, mais ce dernier le nia. Pendant ce temps, Mei Mei remerciait Ikuto de l'avoir sauvé et Suzu les observait silencieusement. Le lendemain, Panaka alla réveiller Chikage, mais quand elle refusa de se lever, Panaka renversa son lit et lui cria de ranger la chambre. Une fois Chikage habillée, elle essaya de commencer à nettoyer, mais trébucha sur des livres et trouva un grimoire. Cette nuit-là, elle se mit à faire de la magie dans le village. Le lendemain, quand Kudo se réveilla, il fut choqué de découvrir que Suzu était maintenant une demi-humaine chat et lui un chien. Quant à Tonkatsu, il ressemblait à un cochon ordinaire, tandis que les poules étaient devenues humaines. Confus de savoir s'ils avaient échangé de dimension pendant leur sommeil, Kudo et Suzu décidèrent de se rendre au village. En chemin, ils croisèrent Yukino et Kumakuma, mais Yukino était maintenant un ours et Kumakuma un humain. Cela leur fit réaliser que tout le village avait été affecté,
et la transformation de chacun les choqua. Cependant, personne ne semblait trouver cela étrange, ce qui ne fit qu'embrouiller Aikido et Suzu. Ils décidèrent d'aller demander à Chikaijai, ravi de la voir encore humaine. En discutant, elle laissa échapper qu'elle était responsable des transformations et n'était pas contente que ça se soit arrêté à mi-chemin. Et Kudo ne la croyait pas, alors elle sortit l'oiseau d'Ayana de son chapeau et tenta de faire apparaître un lapin. Cette fois, c'était Ayana qui en sortit, furieuse d'apprendre que Chikage était derrière tout ça. Elle ne s'était pas complètement transformée car elle avait utilisé Maki comme bouclier, et maintenant, elle ne savait même plus où elle était. Un instant plus tard, un écureuil volant surgit de nulle part et frappa Ekudo au visage. En regardant de plus près, ils réalisèrent que c'était Machi. Ayane tenta alors de forcer Chikage à ramener tout le monde à la normale, mais la fille utilisa de la magie pour l'éviter et dit qu'elle ne les ramènerait pas. Après qu'elle s'envola sur un balai, Ekudo commença à remettre en question les lois de la physique. Alors Suzu et Ayana décidèrent de s'unir contre Chikage. Cependant, ils emmenèrent Tikuto avec eux pour chercher la maison de Chikage, et il libéra accidentellement un génie. Il refusait de croire que c'était un génie, mais quand il commença à exaucer des vœux, il essaya de se convaincre que ce n'était pas vrai. Suzu souhaita alors que Chikage soit capturé, alors le génie tendit un piège dehors avec des livres. Ils ne pensaient pas que ça fonctionnerait, mais Chikage apparut quelques secondes plus tard et se fit prendre. Ils l'attachèrent et exigèrent qu'elle inverse, mais elle souhaita être libre. Et le génie exauça son vœu, ce qui leur laissa un vœu, et tout le monde sauf eux. Kudo devint fou, essayant de faire exaucer leur vœu par le génie. Finalement, c'est Machi qui apparut soudainement et fit exaucer son vœu, ce qui la mit en colère. Cependant, Chikage se remit rapidement et les enferma tous dans une boîte pour les scier en deux. Alors qu'elle commençait avec Ikuto, Panaka revint et lui lança une pierre pour ne pas avoir rangé sa chambre. Le livre de sorts subit des dommages, donc tous les sorts que Chikage avait lancés furent annulés. Comme Ikuto avait perdu connaissance à cause du choc, Suzu et Ayane l'emmenèrent chez lui. Et quand il se réveilla, il était convaincu que tout cela n'avait été qu'un rêve. Le lendemain, alors qu'E, Kudo et Suzu rentrèrent chez eux, ils tombèrent sur la sœur de Mikoto, Shinobu, allongée sur la route, presque évanouie de faim. Ils l'emmenèrent chez eux, et pendant qu'elle essayait de battre le record de mangeur de Goku, elle révéla qu'elle était partie s'entraîner un jour, s'était perdue et avait passé les derniers mois à retrouver son chemin. Soudain, elle réalisa qu'elle n'avait jamais vu Eikudo auparavant, alors Suzu le lui présenta. Presque immédiatement, Shinobu devint gêné et demanda à Ekudo de faire un duel d'épée avec elle. Apparemment, le maître chat avait fait parler de son talent à l'épée et elle voulait le tester elle-même. Les autres seigneurs l'avaient également témoigné, donc rien de ce qu'Ekudo disait ne pouvait convaincre Shinobu qu'ils avaient exagéré ses compétences. Il refusa, mais Shinobu jura qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas croisé le fer avec lui. À cause de ça, elle ne rentra pas chez elle et continua de l'embêter pour s'entraîner avec elle. Même pendant la nuit, le lendemain, elle alla pêcher avec Ikuto et Suzu, et Ikuto essaya de la convaincre de le laisser tranquille, mais sa technique de persuasion ne fonctionna pas. Suzu ne pouvait s'empêcher de se sentir négligée, mais elle ne dit rien. Cette nuit-là, pendant qu'Ekuto était dans le bain, Shinobu le rejoignit et il faillit saigner à mort. Quand Suzu entra et vit la scène, sa colère grandit. Elle demanda donc à Shinobu si elle partirait si Ekudo acceptait de s'entraîner avec elle. Shinobu répondit oui, alors Suzu dit avec colère à Ekudo qu'il devait accepter le défi et il acquiesça. Le lendemain, lorsque Shinobu se présenta pour le duel, elle n'était pas habillée correctement grâce à Chikage qui prétendait avoir pensé que le duel était une excuse pour un rendez-vous. Néanmoins, le duel se déroula comme prévu et Ikuto remarqua que Shinobu était rapide mais ses coups étaient très aléatoires. Karaj, le coq, dit qu'avec la tournure des événements, il n'y aurait pas de gagnant à moins que l'un d'eux ne fasse quelque chose que l'autre ne pourrait pas prévoir. Comme s'il l'entendait, Shinobu décida d'utiliser ses compétences de ninja à son avantage, et Ekudo se retrouva à combattre des clones. Lorsque la vraie Shinobu se décida enfin à l'attaquer, il réussit à esquiver et réalisa qu'il pouvait maintenant suivre sa vitesse. Cependant, Shinobu trébucha soudainement, et quand il essaya de la rattraper, il attrapa ses plots à la place, ce qui lui causa un saignement de nez. Il se retira immédiatement et commença à s'excuser. Mais Shinobu le surprit en concédant sa défaite, et Ikuto fut déclaré vainqueur. Quelques jours plus tard, Ikuto passa la soirée à lire un livre dans la bibliothèque de Chikaga et fut surpris quand elle lui dit que l'auteur venait de cette île. Elle dit que personne ne connaissait l'identité de la personne, ce qui le déprima,
Comme le livre était vraiment bon, juste à ce moment-là, la mère de Chikage entra, et pendant que les présentations se faisaient, ils entendirent Zeus montrer ses pouvoirs. La femme pressa Ekudo de rentrer chez Suzu, qui à ce moment-là avait reçu une lettre anonyme. Le lendemain, il fut révélé que Ekudo, Mei-Mei et les autres avaient également reçu la lettre anonyme, les invitant à un endroit appelé le pavillon Tsukimi. Selon Suzu, c'était autrefois une station thermale dans la forêt de l'Est, et quand elle mentionna que le propriétaire, Sakuya, était un peu étrange, Mei-Mei s'inquiéta. Un peu plus tard, ils arrivèrent au complexe et furent accueillis par Sakuya, dont la tête tomba soudainement, et elle la rattacha comme si de rien n'était. Apparemment, elle était une poupée mécanique qui avait dérivé jusqu'à cette île avec les autres survivants, et quand Ikuto lui demanda pourquoi elle avait été créée, elle admit qu'elle ne savait pas. Après les avoir conduits à leur chambre, Suzu demanda à Ikuto de la rejoindre dans les sources chaudes, mais il refusa, disant qu'il utiliserait le bain des hommes. À sa grande surprise, Suzu révéla que l'auberge n'en avait pas, alors il décida de ne pas y aller. Plus tard, quand Sakuya vint lui apporter du thé et des gâteaux, il demanda des nouvelles des lettres anonymes, et elle lui dit qu'elle n'était pas celle qui les avait envoyées. Elle-même avait reçu une lettre l'informant de leur arrivée. Elle et Ikuto devinrent suspicieux. Juste à ce moment-là, Chikage apparut et dit qu'ils avaient un mystère entre les mains. Elle regarda l'enveloppe et annonça que l'expéditeur était le fantôme Benyasha. Ikuto lui dit de se ressaisir. Le fantôme était un personnage du livre qu'il avait lu la veille, mais Chikage resta ferme. Elle expliqua que le livre documentait les crimes du fantôme d'il y a 18 ans et que l'auteur avait cessé d'écrire après la disparition soudaine du fantôme. Cela inquiéta Ekudo, mais Sakuya le rassura en disant qu'elle ne laisserait aucun mal arriver à ses invités. Elle demanda alors où étaient les autres, et c'est là que Chikage se souvint qu'elle était venue les informer que les filles s'étaient évanouies dans le bain. Après le dîner, elle se sentait toujours étourdie et chaude, alors Sakuya partit leur chercher de la glace pilée. Chikage sortit aussi pour prendre l'air, mais Ikuto ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour le fantôme. Quand Suzu demanda quel était le problème, il leur raconta tout ce qu'il avait discuté avec Chikage, mais elles le prirent pour une blague. Juste à ce moment-là, elles entendirent Chikage crier et se précipitèrent dehors pour vérifier. Elle pointa vers la forêt sombre, disant que quelqu'un était là, alors Sakuya s'arma. Cependant, l'intrus s'avéra être Shinobu, qui s'était perdu en se rendant à l'invitation anonyme. Après être tous rentrés, Ikuto commença à se demander si Chikage avait réellement envoyé les lettres. Cependant, il n'y avait aucun moyen de le prouver. Il décida donc de réfléchir dans le bain et quitta la pièce. Eyan le suivit immédiatement, mais quand elle entra discrètement dans la salle de bain et le toucha, un visage effrayant se tourna vers elle et elle cria. Les autres l'entendirent et plaisantèrent en disant qu'elle jouait encore des tours. Mais Eikudo et Sakuya sortirent d'une autre pièce et coururent vers l'endroit. Eikudo entra le premier, et quand Sakuya arriva, elle fut choquée de voir Ayane couverte de sang. Heureusement, c'était le sang du nez d'Eikudo, et quand Ayane se réveilla, elle attaqua Ikuto pour l'avoir effrayée avec un masque. Sakuya lui dit que c'était impossible car Ikuto était avec elle, mais Ayane soutint qu'elle l'avait suivi jusqu'à la salle de bain. Soudain, elle commença à démanger et au moment suivant, Benyasha se révéla et prit le crédit. Il révéla aussi qu'il avait l'antidote pour les démangeaisons d'Ayane et dit à Ekudo qu'il pourrait l'avoir s'il pouvait l'attraper. Ils se mirent immédiatement à sa poursuite et Sakuya tira même ses missiles, espérant le ralentir, mais c'était vain. De retour à l'auberge, les filles se demandaient pourquoi Ekudo n'était pas encore revenu et commencèrent à se disputer sur qui passerait la nuit avec lui. Chikage leur a dit qu'ils agissaient désespérément et qu'elle avait le plan parfait. Quand on lui a demandé, elle a dit qu'elle écrirait une lettre à Ekudo pour lui demander d'aller dans la chambre de la personne avec qui il voulait passer la nuit. Les filles n'ont pas trouvé ça une bonne idée et ont souligné qu'il pourrait ignorer la lettre. Mais Chikage leur a assuré que ce ne serait pas le cas. Elle s'est ensuite dirigée vers la fenêtre avec un sourire satisfait pendant que les autres s'imaginaient comme la petite amie d'Ekudo. Benayasha, qui les observait, a juste ri et a sauté de l'arbre. Les filles sont ensuite retournées dans leur chambre pour attendre et Shinobu a été attaqué par le fauteuil massant, ce qui l'a fait crier. Quand Sakuya et Ekudo sont arrivés, ils ont trouvé Chikage avec elle et elle a dit que le cri de Shinobu l'avait amené là. Ikuto lui a dit que Benyasha était derrière l'attaque et après avoir entendu ce qui était arrivé à Ayane, Chikage a dit que personne n'était en sécurité. Peu après, ils ont entendu Mei-Mei crier et se sont précipités vers sa chambre. Ils l'ont trouvée évanouie avec une substance blanche sur le visage. Quand elle s'est réveillée, elle a essayé de comploter avec Ekudo et c'est à ce moment-là que Benyasha est apparu.
Il a dit que la lotion qu'il avait utilisée sur elle était un aphrodisiaque, et bien sûr, il avait l'antidote. Quand il s'est enfui, Ikuto a laissé Mei Mei aux soins de Shikage et Sakuya, et a poursuivi Benyacha, mais il a réussi à s'échapper. En le cherchant, Ikuto a entendu Rin crier et s'est précipité dans sa chambre, pour trouver Mikoto en train de l'importuner. Il a rapidement fermé la porte pour des raisons de santé, et a décidé de fouiller chaque chambre à la recherche de Benyacha. Cela ne s'est pas bien passé, car les chambres étaient occupées par des animaux qui n'étaient pas contents de son intrusion. Juste au moment où il allait abandonner, Chikage est arrivé et a dit que Sakuya avait assommé Mei Mei. Soudain, elle a prétendu avoir vu une ombre au 2e étage, et quand Eikudo s'est précipité dans la chambre, il a trouvé Suzu. Cependant, ce n'était pas le vrai Eikudo, et juste au moment où il a essayé de tromper Suzu, le vrai Eikudo est arrivé. Le faux Eikudo a alors essayé de convaincre Suzu qu'il était le vrai, mais Eikudo en avait fini avec les jeux. Voyant son intention meurtrière, Benayasha s'est révélé et s'est échappé sur le toit. Eikudo l'a immédiatement suivi, mais Benayasha l'a traité de fou et lui a rappelé qu'il avait peur des hauteurs. Comme prévu, Ikuto a commencé à bugger, mais il s'est ressaisi pour essayer d'attaquer Benyacha. Malheureusement, son adversaire n'était pas du genre à jouer fair play, alors il a lancé les antidotes en l'air, forçant Ikuto à se précipiter pour les attraper. Tsuya a essayé de l'attraper, mais ses mains sont tombées et Ikuto a atterri au sol. Heureusement, il n'a pas été blessé et Benyacha l'a félicité pour sa résilience. Mais ensuite, il s'est envolé sur un cerf-volant, promettant à Ikuto qu'il se reverrait. Ikuto a poursuivi le cerf-volant sans réaliser que Benyacha était toujours sur le toit. Shikage a bientôt rejoint l'homme masqué là-haut et l'a complimenté pour avoir joué avec l'esprit d'Ikuto. Il s'est avéré que Benyacha était la mère de Chikage et l'auteur de la série Benyacha. Elle voulait écrire un nouveau livre et Chikage lui avait assuré qu'Ikuto serait le meilleur protagoniste. Elle est venue le tester. Quelques jours plus tard, Machi a accidentellement libéré un tanuki changeant de forme nommé Genjumaru. Elle a essayé de le sceller à nouveau, mais Genjumaru l'a surpassé et l'a enterré sous des glands géants. Pendant ce temps, Ikuto et Suzu pêchaient, mais ils n'avaient attrapé aucun poisson. Suzu a dit que ce n'était probablement pas leur jour de chance, mais Ikuto a refusé d'abandonner et a redoublé d'efforts. Quand il a fini, son seau était presque plein et il a vanté à Suzu qu'il était le meilleur pêcheur de tous les temps. Suzu s'en moquait un peu, elle voulait juste manger son Maimede Fuku, mais avant qu'elle ne puisse, ils se sont transformés en pierre. Même les poissons d'Ikuto se sont changés en feuilles, et c'est alors que Machi s'est approché pour expliquer qu'un démon tanuki les avait trompés. Quand elle a mentionné qu'il pouvait changer de forme, Ikuto a ri, alors Machi a sorti Tonkatsu de sa poche. Elle a ensuite essayé de riciler le faux, mais il a sauté des bras de Suzu, s'est transformé en Genjumaru et s'est enfui à nouveau. Pourtant, Ikuto refusait de croire que le tanuki était un démon et regardait les filles le poursuivre. Encore une fois, Genjumaru a surpassé Machi, la faisant tomber dans la rivière. Elle a donc décidé de se montrer sérieuse. À leur arrivée au village, Kuma, Kuma et Yukino se sont approchés d'eux. Cependant, ils ont découvert que Yukino était en réalité Genjumaru. Et après sa transformation, il a attaqué Machi avec des oranges. Il s'est ensuite enfui à nouveau et s'est transformé en Mei Mei. Alors Ekudo l'a piégé pour qu'il se révèle. En représailles, Genjimaru a lâché 2 grosses boules sur Ekudo et Machi, ce qui l'a mise très en colère. Plus tard, quand ils ont croisé Rin, elle a refusé de croire qu'elle était la vraie Rin, car elle était habillée comme une fille normale. Ce n'est qu'en essayant de la déshabiller qu'elle a réalisé son erreur, mais elle ne s'est toujours pas excusée et a même blâmé Rin pour avoir changé de caractère. À ce moment-là, Genjumaru est apparu sur le toit de la maison à côté d'eux et a lancé un gros objet sur eux. Heureusement, c'était du tofu, donc Machi ne s'est pas blessé, mais son ego a été froissé. Elle n'a donc pas réfléchi quand ils ont rencontré Chikage et elle leur a dit que Genjumaru avait sauté dans le puits. Après être sortie du puits, elle a continué la recherche avec Ekudo et Suzu, mais a trouvé Ayane à la place, alors Machi l'a intimidée pour qu'elle les rejoigne. Peu après, ils ont trouvé Genjumaru, mais il s'est transformé en shinobu et il a joué son rôle très bien. Le groupe n'avait d'autre choix que de charger les 2 shinobus et d'essayer de regarder leur nombril. Et Ekudo a attrapé le vrai shinobu, ce qui lui a valu un saignement de nez. Malheureusement, les autres ont perdu Genjumaru, et pendant qu'ils se reposaient plus tard, Suzu a réalisé qu'Ekuto n'était pas Ekuto, car il a dit qu'il serait impossible d'attraper Genjumaru.
Makshi l'a immédiatement attaché à Aayan pour qu'il ne s'échappe pas à nouveau, puis l'a enfin roussillé. Quelques instants plus tard, Tonkatsu les a trouvés et les a conduits à l'endroit où Ekuto était inconscient. Lorsqu'il se réveilla, il pensa encore que tout cela n'était qu'un rêve, alors les sœurs décidèrent de le taquiner. Plus tard, Yukino rentrait chez elle avec Kumakuma et son chien quand un oiseau les effraya. Elles ne l'ont pas vu, mais la plume tombée brillait en bleu. Le lendemain, alors que Suzu était près de la rivière, Yukino la trouva et lui annonça avec enthousiasme qu'elle avait vu l'oiseau légendaire bleu. Elle lui présenta même la plume comme preuve et supplia Suzu de l'aider à le chercher. Suzu tenta de se dérober en parlant d'Ikudo, mais Yukino envoya son ami le lapin le chercher et fit porter Suzu par Kumakuma. Quand Ekudo en entendit parler, il dit qu'il ne pouvait pas venir car il devait ramasser du bois, alors le lapin proposa de l'accompagner puisque Suzu ne revenait pas bientôt. Un peu plus tard, Suzu et Yukino arrivèrent à l'endroit où elle avait aperçu l'oiseau et Yukino demanda au chien de les aider à le retrouver. Ce qu'il trouva était un oiseau ordinaire. Mais Yukino essaya de se lier d'amitié avec lui, ce qui l'effraya. Le groupe le poursuivit sans faire attention et tomba dans une crevasse profonde. Suzu ne pouvait pas essayer de grimper car elle s'était blessée à la jambe et Kumakumo était trop gros. Leur seul espoir était qu'Ikuto les retrouve, mais Yukino n'était pas sûr qu'il saurait où chercher. À ce moment-là, Ikuto les cherchait déjà et Kagame demanda aux autres animaux de l'aider. À la tombée de la nuit, il ne les avait toujours pas trouvés. Mais Suzu était optimiste qu'Ikuto viendrait. Elle donna même à ses compagnons les pommes qu'elle avait et Yukino ne put s'empêcher d'admirer la force de Suzu. Soudain, il commença à pleuvoir, et Eikudo était encore très loin de la crevasse. Cependant, il refusa d'abandonner, et en courant en appelant Suzu, l'oiseau bleu se révéla soudain à lui. Eikudo entendit l'oiseau dire son nom, alors il commença à le suivre, et il le conduisit vers Suzu et les autres. Quand il se retourna pour remercier l'oiseau, il vit qu'il avait disparu, alors il se concentra sur le sauvetage de ses amis. Kagami arriva aussi avec les autres filles, et une fois tout le monde en sécurité, Rin construisit une clôture autour de la crevasse pour éviter un nouvel incident. Tout le monde partit ensuite, et Suzu s'excusa auprès d'Eikudo de l'avoir inquiété. Il lui dit que ça ne le dérangeait pas car ils étaient de la famille, ce qui fit pleurer Suzu. Ne sachant pas comment la réconforter, il proposa de la porter chez elle, et Suzu monta silencieusement sur son dos. Des jours après l'incident, Ekudo devint professeur de maths à l'école, mais il ne l'avait pas encore dit à Suzu. La fille détestait étudier, et il n'était même pas sûr de comment la convaincre d'assister aux cours. Un soir après les cours, Shikage rassembla Ikuto et leurs amis dans une classe pour discuter de son plan pour amener Suzu à l'école. Après avoir attribué des rôles à chacun, Shikage dit à Ikuto qu'il serait chargé d'attirer Suzu. Ikuto n'était pas entièrement d'accord, car il pensait qu'il était mal de forcer Suzu à faire quelque chose qu'elle n'aimait pas, mais Shikage insista sur le fait que cette intervention était ce dont Suzu avait besoin. Le lendemain, le plan fut mis en œuvre et la Suzu, habituellement distraite, sentit que quelque chose n'allait pas dans le comportement de tout le monde. Eikudo agissait aussi bizarrement, mais Suzu ne chercha pas à comprendre pourquoi. En arrivant à la route, ils prenaient habituellement le chemin vers Rin. Ils virent un panneau indiquant des travaux, alors ils prirent le chemin plus long. À ce moment, le doute de Suzu grandissait, mais elle garda le silence et continua de marcher. Bientôt, ils atteignirent le pont et virent qu'il était aussi fermé, alors ils continuèrent jusqu'à un chemin où Yuuki et les animaux avaient creusé des trous. Ils prirent un autre détour et, après quelques minutes, tombèrent dans un piège de Shikage et arrivèrent à l'école. Quand Suzu réalisa que tout le monde avait manigancé pour l'amener là, elle se fâcha et s'enfuit. Ikuto se lança immédiatement à sa poursuite, mais elle était rapide et réussit à éviter Rin et les autres. La poursuite dura plus longtemps que prévu pour Ikuto, mais quand il attrapa enfin Suzu, il lui chatouilla les pieds en guise de punition pour l'avoir fait faire du cardio. Il lui dit ensuite qu'il devait retourner à l'école, mais Suzu commença à le frapper, disant qu'il était méchant de vouloir la forcer à étudier. Elle pensait aussi que les autres se moquaient d'elle, mais Ikuto lui fit comprendre qu'ils agissaient pour son bien. En revenant à l'école plus tard, les filles s'excusèrent de l'avoir trompée. Et Suzu promit de fournir plus d'efforts dans ses études, ce qui les rendit heureuses. Un autre jour, alors que Suzu était à la plage, un message dans une bouteille échoua, alors elle le prit et rentra en courant. Eikudo fut surpris en le lisant et découvrit que c'était une réponse de sa sœur. Elle le remerciait de l'avoir contacté et révélait qu'elle était sortie en mer pour le chercher et s'était aussi perdue. Eikudo et Suzu se précipitèrent immédiatement vers la plage. Ikuto tenta de naviguer à travers les tourbillons, mais échoua. Il essaya ensuite de survoler les tourbillons avec un cerf-volant
et paniqua une fois dans les airs à cause de sa peur des hauteurs. Les autres entendirent ses cris, alors ils laissèrent ce qu'ils faisaient et se précipitèrent vers la plage. Quand ils arrivèrent, il avait atterri en catastrophe et était inconscient. Suzu leur expliqua donc la situation. Quand il revint à lui plus tard, il était attaché à une grande fronde que Rin jura l'aiderait à passer les tourbillons. Mais après l'avoir lancé, un tourbillon le ramena. Et c'est alors que l'oiseau de Yukino leur informa que l'espace aérien de l'île avait beaucoup de tourbillons. Machi suggéra alors d'utiliser des moyens surnaturels. Mais quand ils atteignirent le sanctuaire, elle dit que le prix était Keikuto, l'épouse. Tout le monde la réprimanda et elle aurait arrêté le rituel si Eikuto n'avait pas dit qu'elle ne pouvait pas séparer son âme de son corps. Au moment où cela commença à fonctionner, Yane l'interrompit et fut puni pour cela. En dernier recours, ils allèrent chez Shikage pour parler au génie. Ikuto leur dit qu'il ne croyait pas à toute cette magie, mais la fille dit qu'il devait faire tout son possible pour sauver sa sœur. Après un échange inutile, il souhaita être envoyé auprès de sa sœur, mais rien ne se passa. Quand il a demandé pourquoi, le génie a révélé qu'il avait accordé quelque chose qu'il ne considérait même pas comme un vœu. Aikudo est alors devenu déprimé. Alors que les filles essayaient de le remonter, Suzu a pris la parole. Elle a dit que si Aikudo partait, il ne reviendrait jamais, puis s'est enfui en se sentant égoïste. Ikuto l'a poursuivi, mais est tombé sur le chef qui a proposé d'être son conseiller temporaire. Plus tard, la vieille femme a trouvé Suzu à la plage, et Suzu lui a confié ses inquiétudes. La vieille femme a révélé qu'il y avait un moyen de quitter l'île. Cependant, c'était à Suzu de décider si elle voulait qu'Ekudo le sache. Suzu a ensuite passé plus de temps à la plage. Et quand elle est rentrée chez elle, Ekudo s'est excusé de ne pas avoir pris en compte ses sentiments. Suzu a dit qu'elle comprenait, puis l'a choqué en révélant qu'il y avait un moyen de quitter l'île. Ils sont ensuite allés voir le chef, qui leur a raconté la légende du dieu dragon de la mer vivant dans un sanctuaire sur la petite île voisine. Le sanctuaire avait une clé, mais elle était sur la montagne glacée, et y accéder ne serait pas facile. Après avoir quitté la vieille femme, les deux ont commencé le voyage vers la montagne pour obtenir la clé. Cependant, ils n'ont pas remarqué que les autres les suivaient, ni qu'ils avaient tendu un piège pour les empêcher de monter. Le seul bon point était que Rin avait mis des panneaux dans le labyrinthe pour les aider, au grand agacement de Chikage. Elle s'est ensuite précipitée vers la sortie, où elle avait préparé un autre piège au cas où Suzu et Ikuto y parviendraient. Une fois qu'elle l'a déclenché, un gros rocher a roulé à travers le labyrinthe, détruisant tout sur son passage, y compris les filles qui s'y étaient aventurées. Alors qu'Ikuto et Suzu couraient pour sauver leur vie, le Seigneur du Nord est apparu et l'a renvoyé d'où il venait. Cependant, quand il a appris qu'il se dirigeait vers le sanctuaire du dieu dragon de la mer, il leur a dit qu'il ne pouvait pas les laisser passer. Ils ont essayé de le raisonner, mais il a refusé et a tenté de les attaquer, alors ils ont demandé quel était le problème. Le tigre a alors révélé que le rôle des 4 seigneurs de l'île était de protéger le gardien de l'île, le dieu dragon de la mer. Ekudo a alors réalisé qu'il devrait vaincre les 4 seigneurs pour obtenir la clé. Quand le tigre s'est précipité vers eux, Mei Mei est soudainement apparu et l'a fait trébucher, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de blesser Ekudo. Voyant cela, Mei Mei et Tano ont décidé de l'affronter à la place d'Ikuto, et par un miracle d'accident, elles ont gagné. Ikuto et Suzu ont ensuite avancé et ont rencontré le seigneur de l'Est. Mais Shinobu est apparu et a pris le relais car elle pensait que cela avait l'air amusant. Cela a permis aux deux de continuer, mais ensuite ils ont croisé le maître des chats. Alors Suzu a décidé de l'affronter. Le maître des chats l'a défié pendant quelques secondes, mais elle a ensuite réalisé qu'elle combattait un chat déguisé en son maître. Au même moment, d'autres chats déguisés en son maître sont apparus, alors Suzu a commencé à essayer de trouver le vrai. Au final, c'est Ekudo qui l'a trouvé car il avait 2 queues. Le maître chat a alors reconnu sa défaite et les a laissés aller vers la montagne. Ils étaient inquiets car ils ne savaient pas qui était le seigneur de l'Ouest, mais ils ont continué et ont enfin atteint le petit sanctuaire. Au moment où ils ont essayé de prendre la clé, le seigneur de l'Ouest est apparu et l'a saisi. À leur grande surprise, c'était Kariage qui a invité Ikuto à tenter de le vaincre. Ikuto a demandé à Suzu de rester en arrière et de charger Kariage avec son épée de kendo, mais ses compétences n'étaient pas à la hauteur du coq. Pourtant, il a continué à se battre. Juste au moment où Karaji a essayé de finir Ikuto, Suzu est intervenue et a pris le coup. Heureusement, elle n'a pas été blessée, mais elle a supplié Ikuto de reculer, ne voulant pas qu'il soit blessé. Ikuto lui a assuré qu'il allait bien, puis a repris son épée pour défier Karaji à nouveau. Cette fois, lorsque le coq a attaqué, il était prêt et a réussi à récupérer la clé. Un moment plus tard, lui et Suzu sont arrivés au sanctuaire du dieu dragon de la mer,
sans même remarquer qu'Ayana les suivait. Elle était très déterminée à les arrêter et à nager au fond de l'eau pour parler aux dragons de mer. Elle a failli perdre la vie et a rapidement saisi ce qu'elle pensait être une liane, mais c'était en réalité les moustaches des dieux de la mer. Quand ça s'est cassé, elle a paniqué et a nagé vers la surface. En même temps, la grotte a commencé à trembler. Alors tout le monde a couru dehors pour éviter d'être enseveli vivant. Ayane ne s'est pas rendu compte qu'elle tenait toujours la moustache jusqu'à ce que Suzu demande ce que c'était et ils ont été choqués quand elle leur a dit à qui cela appartenait. Plus tard, elle a retrouvé les autres, qui étaient contents qu'Ikuto ne puisse pas quitter l'île. Quand Ayane a commencé à rire, le chef est apparu et leur a demandé de penser à ce qui était le mieux pour Ikuto et non pour eux-mêmes. À cela, ils se sont tous tus jusqu'à ce que Machi apparaisse soudainement et leur dise qu'Ikuto sortait en mer parce que son Shikigami le lui avait montré. Ils se sont immédiatement précipités pour essayer de l'arrêter, mais Suzu a bloqué leur chemin. Alors, la vieille femme a demandé si elle était d'accord avec le départ d'Ikuto ou même s'il se blessait. Suzu a alors couru dans l'eau et en commençant à nager vers lui, la baleine est venue lui donner un coup de main. Elle a alors commencé à appeler Ikuto. Et quand il s'est retourné, elle lui a supplié de ne pas partir car elle ne voulait pas être séparée de lui. Ikuto a essayé de s'approcher d'elle, mais il a été entraîné dans un tourbillon, ce qui l'a poussé à plonger après lui. Le courant était si fort qu'il l'a renvoyé sur la terre, mais Ekudo n'était pas avec elle. La vieille femme a dit que le dieu dragon de la mer était en colère, et tout le monde s'est tourné vers Ayane qui a prétendu être innocente. Suzu les a ignorés et a sauté sur le dos de la baleine avant que quelqu'un puisse l'arrêter. Elle a été aidée à atteindre un endroit sûr où elle pouvait plonger sous l'eau et elle a nagé si loin qu'elle a failli être emportée par les vagues. Heureusement, elle était à l'intérieur de la grotte et ses amis ont réussi à la tirer dehors. Ils ont commencé à prier, demandant au dieu de la mer de protéger Ikuto. Dehors, le chef et le seigneur virent une lumière brillante venant de la mer. Pendant ce temps, Machi jouait avec une autre poupée vaudou, ce qui força Ikuto à se réveiller et à remonter à la surface. À sa grande surprise, il vit sa sœur, Misaki, sur un bateau avec des hommes. Mais ce qui le choqua le plus, c'était que l'expérience de Misaki était très similaire à la sienne et qu'elle avait vécu sur une île avec seulement des hommes. Néanmoins, il était heureux qu'elle aille bien, mais il lui dit qu'il ne pouvait pas la rejoindre. Misaki lui demanda s'il avait quelqu'un qui l'attendait, et il répondit que oui. Alors les hommes lui lancèrent un canot de sauvetage et commencèrent à ramer vers leur île. Ekudo ne dit même pas au revoir à Misgi. Une fois sur le bateau, il commença à ramer de toutes ses forces, essayant de retourner sur son île. Le lendemain matin, Tonkatsu le trouva évanoui sur la plage, ce qui surprit Suzu. Quand Ikuto ouvrit les yeux, elle le serra dans ses bras et lui dit qu'elle était heureuse qu'il soit revenu. C'est tout pour aujourd'hui, mais d'abord, que pensez-vous de la vie de Misaki sur l'autre île, et les frères et sœurs se reverront-ils un jour? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez Simking, n'oubliez pas de regarder cette prochaine vidéo.